un jardin baigné de rumeurs, un scandale est sur le point d'éclater. Bienvenue chez Détective Eternos, je suis votre hôte, Louis. Dites-moi où vous écoutez, vos voix donnent vie à ces mystères. Maintenant, commençons. C'était un après-midi de juin digne d'une carte postale, avec le soleil qui perçait ses rayons dorés à travers les grandes ormes et le parfum des roses fraîchement coupées flottant dans l'air chaud. Les pelouses de la vieille Ashcombe Grange avaient été parfaitement entretenues, les allées de gravier ratissées et des chapiteaux blancs étaient prêts à accueillir la garden party caritative estivale. Ashcombe Grange avait été la résidence de Sir Lionel Cathcart, un diplomate à la retraite dont la carrière l'avait mené dans des ambassades à travers l'Europe et au-delà. À Saint-Mary-Mead, où la plupart des gens allaient de rarement plus loin que Londres, la mondanité de Sir Lionel suscitait une certaine admiration, quoique teintée de suspicion. Certains disaient qu'il avait dîné avec des rois, d'autres qu'il avait été au courant d'affaires jamais publiées dans les journaux. Mais tous s'accordent à dire que son retour dans l'Angleterre rurale, 2 ans auparavant, avait été un événement digne de rumeur. Miss Marple, assise à l'ombre d'un lilas, observait la scène avec son intérêt habituel. Elle avait été invitée à la demande pressante de Lady Cathcart, qui aimait, selon ses propres termes, avoir quelqu'un de raisonnable dans la foule, une assiette de gâteau aux graines posée sur ses genoux et une tasse de thé à son coude. Miss Marple observait les convives qui se mêlaient. Elle vit Madame Bantry se pencher pour murmurer quelque chose à Madame Price Ridley. Aucun doute sur l'état des gants de dentelle de Lady Cathcart, et la femme du pasteur dispose avec soin les billets de tombola en rangées ordonnées. La pièce maîtresse de la réunion, cependant, était la partie dite des jardins du diplomate, récemment aménagée au goût de Sir Lionel. Un étroit chemin de pierre serpentait entre des haies taillées et des parterres de fleurs exotiques de ses voyages, des camélias rouge sang, des orchidées trop délicates pour l'air anglais, et des fleurs de lune pâles s'enroulant autour de treilles. Au cœur de la pièce se dressait une fontaine de marbre, dont le bassin reflétait le ciel tel un miroir poli. Très inhabituelle dans cette région, remarqua la voisine de Miss Marple, Madame Fowler, une femme dont les yeux ne manquaient de rien et dont la langue se taisait rarement. Pourtant, j'oserais dire qu'il voulait impressionner ses invités londoniens. « Vous voyez cet homme là-bas, le grand chapeau de paille, c'est M. Channing, venu de Whitehall. Quelque chose à voir avec des négociations commerciales, m'a-t-on dit. » Miss Marple hocha poliment la tête, suivant du regard l'homme en question. Ses manières étaient vives, presque militaires, et pourtant il y avait une certaine raideur dans sa façon de saluer Sir Lionel, formelle mais sans chaleur. De l'autre côté de la pelouse, le rire de Lady Cathcart résonna, aigu et un peu cassant, tandis qu'elle discutait avec une jeune femme en robe ivoire, Miss Teresa Vale, dont on disait qu'elle était une protégée de Sir Lionel depuis ses années diplomatiques. C'est au milieu de ce bavardage facile et du tintement des tasses de thé que la première ombre tomba. Un grand fracas retentit en direction du jardin des diplomates, suivi d'un cri. Les têtes se tournèrent, les conversations s'essoufflèrent, et plusieurs invités se précipitèrent vers la source. Miss Marple posa son thé et la suivit d'un pas mesuré, son esprit triant les quelques fragments de mouvements et d'expressions qu'elle avait déjà remarqués au cours du dernier quart d'heure. Près de la fontaine, une petite foule s'était rassemblée. Sir Lionel lui-même se tenait immobile, le visage pâle sous son bronzage buriné. À ses pieds gisait un homme, M. Channing, affalé maladroitement sur le chemin de pierre, son chapeau de paille roulé sur le côté. Quelqu'un s'agenouilla près de lui, cherchant son pouls, mais le hochement de tête sinistre de chacun révéla la vérité avant les mots. Lady Cathcart pressa un mouchoir contre ses lèvres. Il était impossible qu'il ait été en pleine forme il y a un instant. La femme du pasteur murmura quelque chose
à propos d'une crise d'épilepsie, mais un murmure commença à se répandre parmi les spectateurs, doux, incertain, mais teinté de malaise. Il n'y avait aucune trace de blessure, à l'exception d'une légère marque le long de la mâchoire de l'homme, comme si elle avait été frappée brutalement, et le marbre, près de la fontaine, portait une infime éclaboussure d'eau à l'endroit où il avait trébuché. Miss Marple, sans rien dire, laissa son regard errer vers les parterres de fleurs. Là, sous les lourdes feuilles d'un camélia, quelque chose brillait faiblement au soleil. Un petit objet, pas plus grand qu'un dé à coudre, à moitié caché dans la terre. La plupart des invités étaient trop absorbés par la vue de l'homme tombé pour le remarquer, mais l'attention de Miss Marple s'attarda. Ses années à St. Mary Mead lui avaient appris que les accidents dans de tels contextes étaient rarement aussi innocents qu'ils le paraissaient. Dans un endroit où l'orgueil, l'envie et les vieilles rancunes étaient aussi profonds que les racines des ormes, une mort subite lors d'une garden party pouvait signifier le début de quelque chose de bien plus sombre. La voix de Sir Lionel brisa le silence, formelle et sèche. « S'il vous plaît, laissez-lui de la place. Nous devons faire venir le docteur Hayward immédiatement. » Mais Miss Marple, toujours assise sur le banc de pierre au bord du jardin, sirota la dernière gorgée de son thé et laissa son regard se poser à nouveau sur les feuilles de camélia. Elle ne s'approcha pas de l'objet. Pas encore. Car d'après son expérience, il valait mieux laisser les indices les plus précieux là où ils étaient, jusqu'au moment opportun, où d'autres se seraient laissés entraîner dans une toile d'où la vérité pourrait être doucement tirée. La brise d'été continuait comme si de rien n'était, agitant les pétales des fleurs de lune. Sans ceux réunis à Ashcombe Grange cet après-midi-là, la gaieté de la journée avait pris fin en un instant, et au plus profond de son esprit, Miss Marple ressasse déjà les premières impressions, vagues, de ce qui avait pu se passer dans le jardin du diplomate. Le lendemain matin, St. Mary Mead s'éveilla au son d'un curieux mélange de voix chuchotées et de spéculations animées. Ce qui avait commencé comme une élégante garden party caritative s'était, en l'espace d'un instant choquant, transformé en un événement dont on parlerait dans la file d'attente de l'épicier, autour d'une théière dans un salon et entre les haies pendant des semaines. Le central téléphonique local était occupé depuis l'aube, les lignes grésillantes, tandis que Mme Price Ridley racontait son récit à sa sœur à Eastbourne, tandis que Mme Bantry transmettait le sien à une vieille amie de Much Benham. Les deux récits, tout en se présentant comme des témoignages oculaires, se contredisent déjà sur plusieurs points, notamment concernant la séquence exacte des événements ayant conduit à l'évanouissement de M. Channing. Mademoiselle Marple, assise à sa petite table près de la fenêtre, remuait lentement son thé matinal. Dehors, la rue du village affichait son calme habituel, mais les regards des passants n'étaient pas des plus alertes que d'habitude, la tête penchée dans un échange de conspiration. Elle avait déjà reçu 2 appels ce matin-là, l'un de Mme Fowler, déclarant que le décès était dû à une insolation, sans plus, et l'autre du jeune M. Copley, du bureau de poste, évoquant une hypothèse plus sombre, liée à une dispute secrète entendue la veille. En milieu de matinée, la rue principale grouillait de conjectures. Chez le primeur, Mme Bantry se pencha confidentiellement sur un étalage de pommes à cuire pour raconter à Mme Price Ridley avoir vu M. Channing glisser quelque chose dans sa poche quelques minutes seulement avant sa mort. À l'autre bout du comptoir, M. Edgecombe, le papetier, affirma avoir appris par son cousin, qui travaillait au bureau du télégraphe, qu'un câble codé était arrivé pour Sir Lionel plus tôt dans la semaine. Les rumeurs ne tardèrent pas à prendre le ton plus élaboré qui caractérisait St. Mary Mead. M. Channing, autrefois simple invité de passage, devint, dans l'imaginaire collectif, un homme de secret, une figure obscure dont la présence à la grange
ne pouvait être lié qu'à une intrigue diplomatique non révélée. Miss Marple, passant devant le fleuriste en allant chercher ses livres à la bibliothèque, entendit deux femmes se demander si M. Channing était venu au jardin des diplomates pour admirer les fleurs exotiques ou pour rencontrer quelqu'un en privé. L'une insista sur le fait qu'elle avait remarqué l'absence de Lady Cathcart sur la pelouse principale près de 10 minutes avant le tumulte. L'autre rétorqua que c'était Theresa Vale, avec sa robe ivoire et ses regards circonspects, qui semblait bien plus probablement être à un rendez-vous. La police, quant à elle, avait réagi promptement. L'inspecteur Cray, un homme solidement bâti à l'expression éternellement indifférente, était arrivé à Ashcombe Grange la veille après-midi, accompagné de son agent, tandis que les invités étaient conduits avec douceur mais fermeté. Il avait interrogé Sir Lionel et Lady Cathcart dans le salon, puis avait demandé une déposition au personnel de la maison. Miss Marple avait déjà vu Cray à propos d'un vol mineur commis lors de la fête du presbytère quelques années auparavant. Il était compétent, mais enclin à accepter des explications directes. Une mort subite lors d'une garden party, selon lui, était très probablement due à des causes naturelles, sauf preuve du contraire. Elle soupçonnait que le petit objet sous le camélia, encore inconnu lorsqu'elle avait quitté la grange, ne lui viendrait peut-être jamais à l'esprit, à moins que le hasard ne le place directement sur son chemin. Cet après-midi-là, le village fut encore plus agité par l'apparition d'une simple automobile noire devant la grange. Elle amenait le docteur Hayward, le médecin local, retardé la veille par une visite dans une paroisse voisine. Son arrivée suscita une nouvelle vague de conjectures. Allait-il confirmer une insuffisance cardiaque ou murmurer quelque chose de plus grave aux autorités? Miss Marple, revenant de la bibliothèque avec un exemplaire d'un nouveau manuel de jardinage sous le bras, fut interceptée par Madame Bantry, qui semblait s'être postée délibérément au coin de la rue, près de la poste. « Ma chère Jane, » commença Madame Bantry sans préambule, « vous y étiez hier. Qu'en pensez-vous? Entre nous, il y a plus qu'il n'y paraît. On ne s'effondre pas au beau milieu d'une conversation polie, pas sans raison. » L'expression de Miss Marple était douce. « Eh bien, ma chère, on a ses petites faiblesses, parfois un cœur fragile, parfois une tendance à se surmener par temps chaud, mais vous avez tout à fait raison. Il y a aussi des occasions où un événement est moins accidentel qu'il n'y paraît. » Les yeux de Madame Bantry se plissèrent d'intérêt. « Vous avez remarqué quelque chose, n'est-ce pas? » »« Vous le remarquez toujours. » Miss Marple secoua la tête avec un léger sourire. « Je n'ai remarqué que ce que n'importe qui pourrait remarquer, s'il regardait dans la bonne direction au bon moment. Mais il est encore trop tôt, et spéculer est un passe-temps dangereux. On a tendance à voir ce que l'on attend plutôt que ce qui est réellement là. Cela, bien sûr, n'a rien atténué de la curiosité de Madame Bantry. Lorsqu'elles se séparèrent, Mademoiselle Marple était certaine que sa voisine aurait rapporté leur conversation à au moins 3 personnes avant la fin de l'heure, chacune racontant subtilement ses propos jusqu'à ce qu'ils prennent une tournure mystérieuse qu'elle n'avait jamais voulu. Pendant ce temps, à Ashcombe Grange, l'atmosphère avait changé. Les chapiteaux de charité étaient toujours debout, mais les chaises avaient été rangées, et les bavardages animés de la veille avaient laissé place à un silence tendu. Lady Cathcart s'était retirée dans son petit salon, refusant les visites. Sir Lionel, selon la gouvernante, avait passé la matinée dans son bureau, porte fermée à clé, n'en ressortant qu'au retour de l'inspecteur Cray pour une seconde série de questions. Au village, les conversations commencèrent à diverger. Certains insistèrent sur le fait que la mort de M. Channing était un événement tragique mais naturel. D'autres évoquent des poisons, des querelles d'argent, des menaces murmurées à l'ombre des camélias. Quelques-uns, enhardis par le drame, commencèrent à spéculer sur la carrière de Sir Lionel à l'étranger,
suggérant que des ennemis nés dans des capitales étrangères l'avaient peut-être suivi chez lui. Miss Marple écoutait tout cela sans se prononcer sur aucun point de vue. Elle savait par expérience que les ragots, bien que souvent inexacts, contenaient parfois de fines parcelles de vérité, pour peu qu'on ait la patience d'en décortiquer les ornements. Ce soir-là, assise près de son feu avec son tricot, elle laissa ses pensées dériver vers le moment de l'agitation près de la fontaine. Elle se souvint de la posture rigide de Sir Lionel, du mouchoir de Lady Cathcart pressé contre ses lèvres, de l'expression pâle et tendue de Theresa Vale, et du regard étrange et fugace qu'elle échangeait avec le majordome de la maison, M. Goff. Elle se souvint aussi du léger tremblement des pétales de camélia dans la brise et de ce scintillement sous eux que personne d'autre ne semblait remarquer. Dans son esprit, la scène était aussi vivante que si elle avait été peinte devant elle. Et tandis que ses aiguilles cliquaient doucement, elle ne pensait pas au poison ni aux ennemis politiques, mais à des motifs banals et ordinaires, envie, peur, ressentiment, qui pouvaient, dans certaines circonstances, mener à une mort subite. Au matin, elle décida d'aller faire une promenade en passant par la grange. Il n'y avait rien d'extraordinaire à ce qu'une vieille dame apprécie une promenade par beau temps, et le chemin l'amènera tout naturellement devant le portail latéral qui menait au jardin du diplomate. Avec un peu de chance, le buisson de camélias serait peut-être encore tel qu'elle l'avait laissé. Le lendemain matin, l'aube était claire et douce, avec un ciel bleu pâle et une brise fraîche qui incitait même le promeneur le plus réticent à s'aventurer dans les ruelles. Miss Marple quitta sa jolie petite maison, son chapeau de paille fermement noué sous le menton, sa canne à la main et un petit panier pour faire semblant d'avoir des courses à faire. En réalité, elle n'avait que quelques achats à faire au village. Sa véritable intention se trouvait sur le chemin plus calme qui serpentait vers Ashcombe Grange. Son attitude était aussi calme que d'habitude, s'arrêtant pour saluer le laitier, admirer une rangée de digitales précoces dans le jardin d'un voisin et remarquer l'état des haies. Elle savait par expérience qu'une dame âgée qui s'intéressait à des choses aussi anodines avait tendance à se fondre dans le décor, sa présence étant ignorée même lorsqu'elle se tenait à quelques mètres d'une conversation. Lorsqu'elle atteignit le chemin longeant la grange, la maison était à peine visible à travers les arbres, sa pierre grise accrochant la lumière. Le grand portail latéral, peint d'un vert sombre, était entr'ouvert. Nulle trace des jardiniers. Les chapiteaux des fêtes avaient été retirés, laissant la pelouse vaste et nue. Miss Marple entra, son regard se posant presque aussitôt sur le jardin du diplomate, au-delà des haies. Le camélia était là, tel qu'elle s'en souvenait, ses feuilles brillantes accrochant le soleil, leurs fleurs rouges se détachant sur le gravier pâle. Elle s'y dirigea lentement, s'arrêtant pour contempler la fontaine, comme si elle en admirait le design. Le bruit du ruissellement masquait le léger craquement du gravier sous ses chaussures. Se penchant, comme pour admirer une fleur, elle jeta un coup d'œil vers le pied de l'arbuste. L'objet aperçu 2 jours plus tôt était toujours là, à moitié dissimulé dans la terre par un petit cylindre de métal, pas plus long que son pouce, dont une extrémité était cabossée. Il avait le lustre terne d'un objet souvent manipulé, et il restait à sa surface un léger résidu, presque de poussière, mais d'une couleur grisâtre inhabituelle. Miss Marple n'y toucha pas. Elle avait appris qu'il valait mieux laisser certaines choses là où elles étaient, jusqu'à ce qu'on les montre à la bonne personne. Au lieu de cela, elle se redressa, effaça une tache imaginaire de sa jupe et s'engagea dans le sentier, comme si son intérêt s'était porté uniquement sur la botanique. De quelque part, au-delà des haies, lui parvient un murmure de voix. Miss Marple suivit le son jusqu'à une ouverture, où elle vit l'inspecteur Cray parler à Sir Lionel. Le diplomate se tenait droit et posé, mais son regard exprimait une lassitude qui n'était pas seulement physique.
Le carnet de craie était ouvert dans sa main, son crayon en équilibre. « Et vous dites que vous n'aviez pas rencontré M. Channing avant hier ?» demanda l'inspecteur. « Pas formellement, » répondit Sir Lionel. « Nous avions correspondu brièvement par voie officielle des années auparavant, mais nos chemins ne s'étaient jamais croisés en personne avant la réception. Sa présence était, en fait, une sorte de surprise organisée par des connaissances communes à Whitehall. Lui avez-vous parlé en privé ?» Sir Lionel hésita. Brièvement, près de la fontaine, il semblait mal à l'aise. J'attribue cela à la chaleur. Miss Marple, postée derrière un treillis épais de lierre, gardait les yeux fixés sur un bouquet de roses, l'oreille attentive à l'échange. Lorsque Cray s'éloigna vers l'allée principale, Sir Lionel resta là, contemplant le jardin comme si ses pensées étaient ailleurs. Au bout d'un moment, il se retourna et marcha d'un pas rapide vers la maison, disparaissant par une porte latérale. Miss Marple reprit sa promenade, puis retourna finalement au chemin et se dirigea vers le village. Chemin faisant, elle croisa le docteur Hayward qui sortait du presbytère, son sac noir se balançant à ses côtés. « Ah, Miss Marple !» salua-t-il en ajustant ses lunettes. « J'allais justement à la grange. L'inspecteur souhaite une déclaration officielle concernant l'état de santé de M. Channing. « Et votre avis, docteur ?» demanda-t-elle d'un ton doux. Hayward jeta un coup d'œil autour de lui avant de répondre. Inhabituel. Il n'y avait aucun signe de maladie cardiaque, aucune cause immédiate de malaise. Bien sûr, une autopsie complète sera nécessaire, mais il s'interrompit, fronçant les sourcils. Il y avait une légère marque sur la mâchoire, un léger hématome, pas assez pour être fatal, mais curieux, comme s'il avait été frappé ou s'il était tombé maladroitement. En effet, dit Miss Marple doucement, on se demande ce qui a bien pu provoquer une telle chose au milieu d'une conversation agréable. Le médecin émit un son évasif et poursuivit son chemin, laissant Miss Marple méditer. Cet après-midi-là, les premières déclarations officielles commencèrent à filtrer dans le village. L'inspecteur Cray n'avait rien exclu, mais penchait pour une cause naturelle en attendant de nouvelles preuves médicales. Cette déclaration ne fait guère taire les spéculations. Au contraire, elle sembla enhardir ceux qui nourrissaient leurs propres théories. Au Sanglier Bleu, l'auberge locale, 2 jardiniers de la grange furent entendus discuter d'une dispute entre M. Channing et Theresa Vale. Selon eux, des voix s'étaient élevées près du mur sud du jardin tôt le jour de la fête. Personne ne put dire de quoi il s'agissait, mais le plus jeune des 2 hommes jura avoir entendu le mot « papier » prononcé d'une voix sèche. Mademoiselle Marple, se rendant au presbytère plus tard dans la journée, trouva la femme du pasteur dans un état d'agitation contenue. « Ma chère Jane, je dois vous dire que Theresa Vale est venue me voir ce matin. » Elle était pâle comme un sous-neuf et ne ressemblait pas du tout à elle-même. Elle demanda si l'on pouvait être contraint de témoigner lors d'une enquête si l'on n'avait rien de vraiment valable à dire. Je lui dis la vérité, bien sûr, mais elle semblait plus troublée en partant qu'en arrivant. Mademoiselle Marple hocha lentement la tête, classant les détails. Les regards nerveux de Theresa Vale à la garden party ne lui avaient pas échappé, et une telle visite au presbytère suggérait plus qu'une simple inquiétude passagère. À la tombée de la nuit, mademoiselle Marple s'assit de nouveau près de sa fenêtre, observant la douce lumière des lampadaires se répandre sur la place du village. Les fils de l'affaire commençaient à se dévoiler, bien qu'ils soient encore trop emmêlés pour en révéler toute la trame. Il y avait la présence inexpliquée de M. Channing à la fête, l'étrange lien entre lui et Sir Lionel, la querelle chuchotée, l'agitation de Theresa et le petit objet métallique sous le camélia. Elle ne souhaitait pas tirer de conclusions hâtives. D'expérience, les théories hâtives éloignent souvent de la vérité. Mais elle pressentait que la réponse, lorsqu'elle viendrait, ne se trouverait pas dans les grandes affaires d'espionnage ou de vengeance politique. Elle se trouverait plutôt dans les recoins discrets du comportement humain, la loyauté, la peur dissimulée derrière des sourires polis
et des mots soigneusement choisis. Demain, décida-t-elle, elle rendrait visite à Lady Cathcart, non pas à la manière d'une enquête officielle. Dieu nous en préserve, mais en vieille connaissance soucieuse de son bien-être. Les gens, elle le savait, en disent souvent plus dans le cadre confortable de leur propre salon que dans un commissariat de police. Et si, au cours d'une telle visite, elle s'enquiert de l'organisation de la garden party, eh bien, personne ne trouve cela étrange, car dans le monde de Miss Marple, ce sont toujours les questions les plus anodines, posées d'une voix douce, qui ouvrent la voie aux réponses les plus révélatrices. Le lendemain matin, une légère brume s'abattit sur le village, de celle qui se dissipe en milieu de matinée pour révéler un ciel radieux. Miss Marple se mit en route pour sa visite prévue chez Lady Cathcart, empruntant le chemin bien entretenu menant à Ashcombe Grange. Elle ne fut pas surprise lorsqu'en arrivant sur l'allée de gravier, elle fut accueillie non pas par un domestique, mais par l'inspecteur Cray en personne. Il sortit de l'ombre du portique, son carnet à la main, l'air empreint d'un mélange de respect poli et de scepticisme discret qu'elle avait déjà observé chez les policiers qui la traitaient. « Bonjour, Miss Marple, » dit-il avec un bref hochement de tête. « Vous faites une visite? »« Oui, inspecteur, » répondit-elle doucement. « J'ai pensé que Lady Cathcart apprécierait un visage familier. Ça doit être une sacrée épreuve pour elle, la pauvre. »« Bien, » dit-il en refermant son carnet. « Mais entre nous, elle gère la situation avec beaucoup de sang-froid. Sir Lionel est celui qui est sur la défensive, pas réticent, mais prudent dans ses propos. » Le regard de Miss Marple croisa le sien, sa voix douce. « La défensive est parfois une habitude professionnelle, plutôt qu'un signe de culpabilité. Pourtant, vous semblez trouver de quoi vous occuper. » Cray esquissa un léger sourire. « Nous avons quelques pistes, rien de concret pour l'instant, mais suffisamment pour justifier un examen plus approfondi de certains invités. » Elle n'insista pas, mais sa curiosité fut satisfaite un instant plus tard lorsque, tandis que Cray s'éloignait, elle l'entendit demander à l'agent de police de trouver mademoiselle Vale et de rester disponible pour d'autres questions. À l'intérieur de la grange, l'air était plus frais, légèrement parfumé par la cire d'abeille et les fleurs des compositions florales du hall. Lady Cathcart reçut mademoiselle Marple dans le petit salon, élégamment vêtue, mais d'une pâleur qui la faisait paraître plus âgée que quelques jours auparavant. « Ma chère Miss Marple, » dit-elle en lui tendant la main, « c'est gentil à vous d'être venue. Toute cette affaire, eh bien, je ne sais plus quoi penser. Lionel insiste sur le fait que tout sera bientôt réglé, mais la police revient sans cesse avec d'autres questions. » Mademoiselle Marple s'installa dans un fauteuil en face d'elle. « De tels événements sont rarement sans complications, ma chère, et les morts subites suscitent des incertitudes. Vous connaissiez M. Channing? » Lady Cathcart hésita. Légèrement. Il était déjà venu une fois pour affaire avec Lionel, mais c'était quelques mois auparavant. Il semblait s'entendre plutôt bien, même si j'avais compris que M. Channing était un homme plutôt intense, pas le genre de personne qu'on pourrait qualifier de facile. Miss Marple sirota le thé apporté par la servante, laissant le silence s'étirer avant qu'elle reprenne la parole. C'est un choc de perdre quelqu'un de façon aussi inattendue dans son propre jardin, et lors d'une soirée caritative, il y a autant de monde, et pourtant si peu de certitude. Le regard de Lady Cathcart se porta vers la fenêtre. Je suppose que c'est ce qui me trouble le plus. Un instant, il parlait d'avoir des nouvelles pour Lionel, et l'instant d'après, il y eut un vacarme, et elle s'interrompit en secouant la tête. Tout se passa si vite. Miss Marple ne fit aucun commentaire, se contentant d'incliner la tête comme si le sujet avait été mis de côté. Elle ne resta que peu de temps, mais en partant, elle emporta avec elle la vague impression que l'anxiété de Lady Cathcart ne concernait pas seulement la mort elle-même, mais aussi la conversation qui l'avait précédée. Cet après-midi-là, au village, les rumeurs avaient changé. Les visites discrètes de l'inspecteur Cray à certaines maisons
avaient été remarqués, et les noms les plus souvent chuchotés étaient ceux de Sir Lionel Cathcart, de Theresa Vale et, plus surprenant, de M. Goff, le majordome. Chez l'épicier, Madame Price Ridley était suffisamment sûre d'elle pour déclarer que M. Goff avait été renvoyé d'un autre poste à Londres dans des circonstances jamais vraiment expliquées. Cette affirmation, répétée à Madame Bantry, se transforme en une histoire d'argenterie disparue et de quasi-scandale dans un club de Mayfair. Mademoiselle Marple, écoutant derrière un étalage de sacs de farine, comprenait bien la rapidité avec laquelle les réputations peuvent être falsifiées par le langage du village. Pourtant, elle nota le nom du majordome avec intérêt. Les domestiques, d'après son expérience, détenaient souvent plus de vérité que leur maître ne le soupçonnait. Ce soir-là, elle croisa de nouveau l'inspecteur Cray devant le bureau de poste. Il semblait pensif, son regard habituellement fixe, légèrement plissé. « Mademoiselle Marple, commença-t-il, vous vivez ici depuis assez longtemps pour connaître les coutumes. Que pensez-vous de cette mademoiselle Val, de la jeune femme en robe ivoire ?» réfléchit mademoiselle Marple. Sûre d'elle, mais pas aussi à l'aise qu'elle souhaitait le paraître. Il y avait dans ses manières, à la garden party, une raideur que l'on retrouve parfois chez ceux qui se préoccupent d'eux-mêmes, et elle semblait habituellement attentive aux mouvements de Sir Lionel. Cray hocha lentement la tête. Nous avons appris qu'elle était venue à la grange 2 jours avant la fête. Personne n'y prêta attention sur le moment. Elle dit à la femme de chambre qu'elle apportait des documents. Sir Lionel dit que c'était une visite de courtoisie. Ils ne correspondent pas tout à fait. Et la visite de M. Channing était inattendue? D'après Sir Lionel, oui. Mais Mademoiselle Vale semblait savoir qu'il viendrait. Le jardinier dit qu'elle s'est renseignée sur le temps qu'il ferait ce matin-là pour savoir s'il serait de mise pour la réunion. Miss Marple haussa légèrement les sourcils, très curieuse. Une rencontre dont elle avait connaissance, mais que son hôte n'avait pas anticipée, du moins d'après son récit. L'inspecteur émit un bref grognement, comme pour reconnaître le point sans s'engager. Je ne dis pas qu'elle est impliquée, mais elle ne nous dit pas tout. À mesure que la journée touchait à sa fin, le cercle des soupçons semblait se resserrer. La prudence de Sir Lionel, les esquives de Miss Vale et le passé supposé de M. Goff donnèrent matière à réflexion aux villageois. Mais pour Miss Marple, le détail le plus révélateur restait le plus infime, le cylindre métallique sous le camélia, toujours non récupéré, toujours inaperçu de la police. Elle soupçonnait que, le moment venu d'aborder le sujet directement, cela expliquerait bien plus que quiconque ne le pensait actuellement. Mais pour l'instant, les fils continuaient de se tisser tranquillement pour former un schéma qu'elle, et peut-être elle seule, voyait déjà se dessiner. Le lendemain matin, une lumière vive fit scintiller les feuilles du village et l'air embauma une légère odeur de pluie à venir. Miss Marple était à sa table de cuisine, rangeant son panier à couture lorsqu'elle décida qu'aujourd'hui serait le jour de satisfaire sa curiosité pour le camélia. L'objet caché était resté dans son esprit comme un fil tendu, tirant doucement mais avec persistance. Elle savait pertinemment qu'un indice laissé trop longtemps pouvait être perdu par des mains qui rangent, une rafale de vent ou le pas lourd d'un jardinier. Elle partit en milieu de matinée, chapeau de paille et canne à la main, avançant du même pas lent qui la rendait familière et inoffensive le long des chemins. Le chemin menant à Ashcombe Grange était silencieux, à l'exception du bruit lointain d'une charrette. Arrivée au portail latéral peint en vert, elle le trouva de nouveau entr'ouvert. Aucun signe des jardiniers, mais la faible odeur de terre humide lui indiqua qu'ils avaient travaillé plus tôt. Elle entra et se dirigea vers le jardin du diplomate. Le camélia se dressait aussi majestueusement qu'avant, ses fleurs toujours aussi colorées. Miss Marple s'arrêta près de la fontaine, feignant de s'intéresser à la façon dont l'eau se déversait sur son rebord de marbre avant de se diriger vers l'arbuste d'un pas mesuré. Accroupie comme pour inspecter un pétale tombé, elle constata que l'objet était toujours là. Le sol autour était légèrement remué,
comme s'il avait été effleuré par un pied, ou peut-être un animal, mais il n'avait pas été enlevé. Elle sortit son mouchoir de sa poche et, d'un regard discret autour d'elle, souleva le petit cylindre. Il était plus léger qu'elle ne l'avait imaginé, la surface lisse à l'exception d'une entaille à une extrémité. Tenant près de ses lunettes, elle put distinguer de légères rayures, comme s'il avait été jadis fermement inséré dans un mécanisme plus grand. Il y avait aussi une légère odeur âcre, quelque chose qui évoquait un produit chimique ou un résidu rare dans un jardin. Elle l'enveloppa soigneusement dans son mouchoir et le glissa dans son panier sous un bouquet d'herbes qu'elle avait cueilli dans son propre jardin plus tôt. Elle ne s'attarda pas. Une lente promenade, le long des haies, la ramena vers l'allée principale où elle rencontra M. Goff, le majordome. Il portait un plateau de verre vide, toujours aussi correct, mais son regard se posa brièvement sur son panier, avant de se poser à nouveau sur son visage. « Bonjour, Monsieur Goff, » dit-elle aimablement. « Une belle journée à ranger, je vois. »« Oui, madame, » répondit-il d'un hochement de tête poli. « Nous sommes encore en train de remettre le jardin en ordre après la fête. Dommage pour l'interruption. » Le ton de Miss Marple était doux. Vraiment dommage. Et si soudain aussi. J'imagine que l'inspecteur a été occupé ici? Oui, madame. Il a posé beaucoup de questions. Sur M. Channing, sur Mlle Vail. Je ne peux pas en dire plus, car je ne savais grand-chose sur eux. Sa voix était ferme, mais il y eut une légère hésitation avant qu'il ajoute. « Ce n'est pas mon rôle de fouiner. »« Bien sûr que non, » acquiesça Miss Marple, et avec un sourire qui ne trahissait rien de ses pensées, elle continua son chemin. De retour à son cottage, elle examina l'objet dans la lumière plus douce de son salon. Il lui rappelait un tube de rouge à lèvres par sa taille et sa forme, mais sans aucune décoration. Elle essaya de le faire tourner, mais il ne s'ouvrit pas. Le faisant rouler doucement sur la table, elle remarqua que l'extrémité cabossée était légèrement plus foncée, le résidu plus épais à cet endroit, comme s'il avait été le point de contact d'un choc soudain. Elle l'observait encore lorsque midi sonna et qu'on frappa à sa porte. Ouvrant la porte, elle trouva Madame Bantry, débordante des dernières nouvelles du village. « Ma chère, vous ne devinerez jamais. L'inspecteur Cray a été aperçu chez Mlle Vail ce matin et on m'a dit qu'elle avait l'air vraiment sidérée lorsqu'il est parti. Et voici les parties curieuses. Elle portait une petite mallette en sortant, comme si elle était en voyage. Mademoiselle Marple offrit du thé à son invité et l'écouta sans interruption, notant les détails qui constituaient la visite de Cray et l'apparence de Mademoiselle Vail, et mettant le reste de côté mentalement comme une broderie. Lorsque Madame Bantry est partie, Mademoiselle Marple est revenue à sa contemplation du petit cylindre. C'était, elle se sentait certaine, une partie de quelque chose de plus grand, mais que quelque chose qui avait été dans le jardin par conception ou par accident n'ait pas encore été découvert. Et le résidu était faible, mais elle pensait qu'elle aurait pu rencontrer quelque chose de similaire pendant la guerre, lorsqu'elle avait été appelée à aider avec des tâches mineures dans le village. L'après-midi suivant, elle a décidé d'une course tranquille au chimiste. M. Latimer, qui dirigeait la boutique pendant 20 ans, s'est fié à la discrétion, mais Mlle Marple avait depuis longtemps appris à poser une question afin que cela ait semblé inactif plutôt qu'une enquête délibérée. Elle a placé le cylindre enveloppé sur le comptoir, disant « Monsieur Latimer, je suis tombé sur cela dans le jardin, et il avait l'odeur la plus étrange. Je me demandais si cela pouvait provenir d'un certain artifice des ménages. Cela m'a rappelé légèrement l'un de ces petits distributeurs utilisés dans OH. Étaient-ce des siphons de soda? » Monsieur Latimer a ajusté ses lunettes et les a examinées de près. Pas un siphon de soda, Miss Marple. Cela ressemble plus au type de cartouche utilisé dans certains dispositifs mécaniques. Il pourrait être un cylindre à gaz, bien que petit. Le résidu pourrait provenir de l'air comprimé ou quelque chose de plus spécialisé. Il s'arrêta. «
Je dirais que cela n'est pas là depuis longtemps non plus. Des métaux comme celui-ci ne ternissent pas du jour au lendemain, mais il montrerait plus de signes s'il était allongé dans un sol, humide pendant des semaines. Mademoiselle Marple l'a remercié et a replié l'objet. Son esprit retournait déjà les implications. Une petite cartouche à gaz dans un jardin où un homme est mort soudainement, il y avait des possibilités et aucun d'entre eux n'était entièrement innocent. Alors qu'elle rentrait chez elle, elle réfléchit à nouveau à la visite de Theresa Vale, à l'épouse du vicaire, à la parole des jardiniers, à un argument sur les papiers, aux déclarations gardées de Sir Lionel et au regard rapide de M. Goff dans son panier. Chaque détail était comme un morceau de broderie dont le but ne deviendrait clair que lorsque tout le modèle aurait été révélé. Ce soir-là, alors que les ombres s'allongeaient à travers le village vert, Mademoiselle Marple était assise près de sa fenêtre, tricotant tranquillement. Elle n'avait aucune intention d'alerter l'inspecteur Gray sur l'objet. Le timing était pourtant tout dans ces questions. Les gens, lorsqu'ils croyaient qu'une affaire négligée, devenaient souvent négligents et révélaient plus qu'ils ne le prévoyaient. Et dans le calme, alors que ses aiguilles claquaient, elle se retrouva à penser non pas à la politique ou à l'intrigue étrangère, mais à des motifs très ordinaires qui pourraient inciter une personne à glisser quelque chose dans le chemin d'un autre, confiant que la véritable cause de la mort serait cachée sous les attaquants polis d'un jardin. Le lendemain a été couvert, le genre de matin gris pâle qui semblait presser les toits plus bas, sur St. Mary Mead. Mademoiselle Marple a accueilli le changement. Un tel temps avait un moyen d'attirer des gens à l'intérieur, où la conversation est devenue plus silencieuse, mais plus pointue. Elle avait passé la première partie de la matinée dans son jardin, s'occupant de ses roses, quand un coup est venu à la porte. C'est Madame Price Ridley. Sa voix a lancé d'une manière basse, d'une manière qui a signalé des nouvelles importantes. « Ma chère, vous ne croirez jamais qu'Theresa Vale et Sir Lionel ont été vus ensemble dans le bureau de poste hier, et d'après la façon dont ils ont parlé, on pourrait presque dire que c'était un argument. Mademoiselle Marple avait l'air convenablement intéressée. Un argument? En public? Eh bien, ne pas crier, mais assez net. Il semblait avoir l'intention de garder sa voix baissée, mais on m'a dit qu'elle est partie à la hâte. Personne ne pouvait attraper les mots, mais l'expression sur son visage pâle comme une feuille et serrée autour de la bouche a suffi. Miss Marple l'a remerciée et a laissé la conversation dériver vers un terrain plus sûr, mais son esprit fonctionnait déjà. Les arguments en public étaient inhabituels pour Sir Lionel, dont la carrière avait été construite sur des mots mesurés et un extérieur calme. Qu'il permettrait à n'importe quoi pour ébouriffer son sang-froid était révélateur. En milieu de matinée, Mademoiselle Marple a décidé qu'un appel à Theresa Vale pourrait être en ordre. Elle avait appris de l'épouse du vicaire que Mademoiselle Vale était logée dans un petit appartement à l'étage au-dessus de la boutique de couturière, le genre d'endroit où les murs minces ont rendu des secrets difficiles à garder. Elle grimpa l'escalier étroit et frappa légèrement. Après une pause, la porte s'est ouverte pour révéler Theresa Vale, ses cheveux noirs retirés dans un style qui a essayé pour la propreté, mais a trahi la hâte. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement à la vue de Mademoiselle Marple. « Oh, Miss Marple, je ne m'attendais pas à des visiteurs. J'espère que je ne suis pas à l'idée que je ne m'intéresse pas, ma chère. Je souhaitais simplement vous renseigner après vous. Les événements de jardinage ont dû être les plus troublants. » Theresa hésita, puis s'écarta pour la laisser entrer. La pièce était modestement meublée, avec un bureau d'écriture poussé contre la fenêtre. Les papiers se sont dispersés à travers, certains pliés, d'autres couverts d'une écriture étroite et inclinée. Les yeux de Mademoiselle Marple, bien qu'apparemment fixés sur son sac à main, ont pris la vue d'une enveloppe adressée reposant en dehors des autres. Le nom n'était pas visible, mais le script officiel audacieux du destinataire a parlé d'un bureau du gouvernement. « Je sais à peine quoi penser, » a dit Theresa en serrant les mains. Un moment,
Tout était parfaitement ordinaire, et le suivant, elle s'arrêta brusquement, son regard dérivant vers la fenêtre. C'était terrible. J'imagine que c'était le cas, Miss Marple a accepté doucement. Cela a dû être particulièrement difficile pour vous, connaissant M. Channing au préalable. La tête de Teresa se tourna brusquement. « Qui vous a dit ça? »« Oh, ma chère, on entend de telles choses dans le village, » Mademoiselle Marple a dit avec un léger sourire. « Parfois, il se trompe, bien sûr. » Pendant un moment, Teresa semblait au bord du déni, mais elle a ensuite coulé dans une chaise. Je le connaissais. Pas bien, pas dans la façon dont les gens vont imaginer, assez pour savoir que sa visite aux granges n'était pas entièrement sociale. Il avait quelque chose à discuter avec Sir Lionel, quelque chose d'important. Important de quelle manière? Teresa secoua la tête. Je ne peux pas en dire plus, j'ai promis. Elle jeta un coup d'œil aux papiers dispersés, comme s'il regrettait leur visibilité. Mais je ne lui ai pas fait de mal, Miss Marple. Je n'avais aucune raison. L'expression de Miss Marple est restée sereine. Aucune raison du tout, j'en suis sûr. Mais parfois, vous savez, la raison d'une personne peut ne pas être évidente pour une autre. Et une promesse, les promesses peuvent parfois protéger ceux qui ne le méritent pas. Teresa n'a pas répondu, et mademoiselle Marple a pris son congé peu de temps après, l'esprit occupé. Teresa avait peur, cela n'était pas clair, pas nécessairement de culpabilité, mais de ce qu'elle pourrait être attirée par l'association. Cet après-midi, Miss Marple s'est arrêtée au Sanglier bleu pour une tasse de thé. Elle a trouvé que M. Goff était assis dans le coin, son haut cadre se penchait sur un journal. Il leva les yeux à l'approche. « Monsieur Goff, » a-t-elle dit agréablement, « j'espère que tout va bien aux granges ?» Il a soigneusement plié le papier. « Nous revenons à la normale, autant que nous le pouvons. » L'inspecteur pose toujours des questions. Semble penser que le personnel en sait plus que nous le disons. « Et vous ?» demanda-t-elle. Son ton n'était pas plus que conversationnel. Le regard de M. Goff a tenu le sien un instant avant de répondre. « Je sais que M. Channing portait quelque chose quand il est entré dans le jardin ce jour-là. Un petit boîtier. Il l'a posé près de la fontaine pendant qu'il parlait avec Sir Lionel. Lorsque l'agitation s'est produite, elle avait disparu. Fonctionné? » Miss Marple a répété. « Oui, personne ne l'a mentionné depuis. Et je n'aurais pas, sauf bien. Ça m'a paru bizarre. Les choses ne disparaissent pas seulement dans un endroit comme ça, à moins que quelqu'un ne les prenne. » Miss Marple a siroté son thé, son esprit sautant tranquillement de la caisse disparue au cylindre métallique, maintenant glissé en toute sécurité dans son propre chalet. Peut-être que l'inspecteur devrait le savoir. L'expression de Golf se resserre. Peut-être. Mais j'ai vu ce qui se passe quand un homme entrave les choses au-dessus de sa station. Mieux vaut se taire, généralement. Le soir, Miss Marple avait reconstitué plusieurs volets. Les connaissances gardées de Teresa, l'argument inhabituel de Sir Lionel, le récit de M. Goff sur le cas manquant et l'objet sous le camélia bush. Il n'y avait pas d'événements dispersés mais liés comme des perles sur un fil. Le défi était de voir comment ils se sont rassemblés sans forcer le modèle trop tôt. Elle était assise près de son foyer, la lampe à pétrole en train de projeter des ombres douces sur les murs, et à considérer la prochaine étape. Quelqu'un, dans cette affaire, s'était déjà montré disposé à cacher la vérité. Et d'après son expérience, un doux coup de pouce dans la bonne direction pourrait faire en sorte que de telles personnes se révèlent beaucoup plus qu'elle ne le prévoyait. Demain, pensait-elle, pourrait être une excellente journée pour rendre visite à Sir Lionel lui-même, non pas dans le rôle d'inquisiteur, mais en tant que voisin sympathique offrant du thé et le baume de la conversation. Dans ce cadre confortable, les mots peuvent glisser, les regards peuvent trahir, et le tissu serré de sa garde pourrait commencer à s'effilocher. Le lendemain matin a apporté une nouvelle ondulation de malaise à travers St. Mary Mead. Cela a commencé avec le garçon de l'épicier qui, tout en livrant des légumes au presbytère,
a signalé à bout de souffle que l'inspecteur Craig avait été vu à Ashcombe Grange avant le petit déjeuner. Les nouvelles ont voyagé rapidement, sont passées de porte à porte, de rassemblement et de détails jusqu'à ce qu'elles atteignent le Sanglier bleu, où il était embelli de prétentions selon lesquelles 2 agents en uniforme l'avaient accompagné. Au moment où Mlle Marple a entendu parler de celui-ci via Mme Bantry, qui avait appelé expressément pour partager les nouvelles qu'elle avait acquises, encore une autre couche. Ils disent qu'il est parti avec un étui verrouillé, Jane. Black, comme le font les avocats, a annoncé Mme Bantry avec relish. Quelqu'un a dû trouver quelque chose. Mlle Marple n'a pas trahi le scintillement d'intérêt qui lui a traversé l'esprit. Un boîtier verrouillé, dites-vous, comme c'est très intriguant. Je suppose que ce pourrait être celle de M. Channing. C'est ce que tout le monde dit. Et si c'était le cas, on se demande pourquoi il n'a été trouvé que maintenant. Cette question a persisté dans les pensées de Miss Marple longtemps après le départ de Mme Bantry. Si l'affaire avait en effet appartenu à M. Channing, alors sa disparition au moment de son effondrement et sa réapparition soudaine, quelques jours plus tard, suggéraient une dissimulation délibérée. Elle a décidé que sa visite prévue à Sir Lionel ne devrait pas être retardée. La grange avait l'air plus austère que jamais dans la lumière du matin grise, les volets sur les fenêtres supérieures encore dessinés. Sir Lionel l'a reçue dans la bibliothèque, une grande pièce en livres qui sentait légèrement le tabac et le vernis à meubles. Ma chère Miss Marple lui salua, son ton courtois mais distant. « J'espère que vous pardonnerez l'informalité. J'ai eu quelques jours difficiles. Je suis sûre que vous l'avez, dit-elle doucement, s'installant dans une chaise haute. Et maintenant, avec l'inspecteur Craig qui revient ce matin, je crains que les choses ne soient loin d'être résolues. » Ses yeux se plissèrent légèrement, bien que le reste de son expression soit resté composé. Les enquêtes de l'inspecteur sont approfondies. Il a enlevé une affaire trouvée dans le jardin, près du mur sud. Apparemment, il aurait appartenu à M. Channing. Peut-être, c'est le mot qu'il a employé. Je lui ai dit que je ne l'avais jamais vu auparavant, même si, bien sûr, il aurait pu être apporté par M. Channing et déposé quelque part hors de vue. Mademoiselle Marple le regarda avec un intérêt poli. « Et vous n'avez aucune idée de ce qu'il pouvait bien contenir ?» Il hésita un bref instant avant de répondre. « Absolument pas. » Ce silence, si bref qu'il aurait pu échapper à quelqu'un d'autre, suffisait à Mademoiselle Marple. Elle laissa tomber le sujet, se tournant plutôt vers une observation modérée sur la météo, mais elle quitta la grange certaine que l'ignorance de Sir Lionel n'était pas totale. Cet après-midi-là, les spéculations du village se portèrent sur le contenu de la valise. Certains disaient qu'elle contenait des papiers officiels, d'autres de l'argent ou des objets de valeur. À la poste, M. Copley suggéra à voix basse qu'il pouvait même s'agir d'un objet diplomatique, le genre de choses qu'on préfère ne pas expliquer à des gens comme nous. C'est au milieu de ce tourbillon de conjectures qu'un autre rebondissement survint. Theresa Vale, restée discrète depuis la garden party, fut aperçue montant à bord du train de l'après-midi à la gare de Mush Benham. Elle portait une seule valise et, selon le guichetier, avait acheté un billet pour Londres. La nouvelle, relatée au village dans l'heure, déclencha une nouvelle vague de théories. Certains y voyaient une preuve de culpabilité, d'autres une façon d'échapper à une attention indésirable. Madame Price Ridley était certaine de s'être enfuie avant d'être interrogée plus avant, tandis que Madame Fowler déclarait être allée chercher un notaire. L'inspecteur Cray, interpellé par Madame Bantry devant le bureau de poste, refusa de commenter le départ de Mademoiselle Vale, ce qui ne fait qu'ajouter au mystère. Miss Marple, quant à elle, envisagea la situation avec son calme habituel. Un voyage soudain à Londres pouvait signifier bien la panique, certes, mais aussi la livraison d'un message important ou un rendez-vous fixé avant que les événements ne se produisent. Ce soir-là,
Elle prit le petit cylindre métallique de son bureau et le retourna une fois de plus. Si la mallette actuellement en possession de la police avait été délibérément dissimulée, et si ce cylindre y était lié, alors le déroulement des événements lors de la garden party était encore plus critique qu'elle ne l'avait d'abord pensé. Quelqu'un avait réagi rapidement après le malaise de M. Channing, suffisamment vite pour subtiliser la mallette et peut-être laisser ce petit morceau derrière lui sans s'en apercevoir. Le lendemain, un autre rebondissement se produisit. Le docteur Hayward passa à son cottage en revenant de la grange, l'air pensif. « On m'a demandé de fournir des détails supplémentaires pour l'enquête, dit-il. L'autopsie ne montre aucun signe de maladie cardiaque, pas d'accident vasculaire cérébral, rien qui puisse expliquer la mort au sens habituel du terme. Mais il y avait des signes d'insuffisance respiratoire, soudaine et aiguë. Si je n'étais pas plus avisé, je dirais qu'il avait été privé d'air d'une manière ou d'une autre. Les aiguilles à tricoter de Miss Marple s'immobilisèrent. Étrange, et en plein air en plus. Effectivement, dit le médecin, c'est pourquoi je n'exclus rien. L'inspecteur m'a demandé si un gaz avait pu provoquer quelque chose qui se serait échappé à proximité. Je lui ai dit que c'était possible. Lorsqu'il est parti, Miss Marple est restée assise en silence un long moment, son esprit retraçant les fils. Une affaire cachée puis retrouvée. Un petit cylindre métallique, dégageant une légère odeur de produits chimiques. Une mort subite, sans cause apparente, mais des signes de détresse respiratoire. Le départ précipité de Theresa Vale pour Londres. Le schéma se précisait, même si elle savait qu'il n'était pas encore temps de parler. Il manquait encore des éléments, et l'un d'eux, soupçonnait-elle, était la relation précise entre M. Channing et Sir Lionel. Cela ne se trouverait pas dans les ragots ou les spéculations. Cela nécessiterait un interrogatoire approfondi, le genre qui semble anodin, mais qui en réalité était tout sauf cela. Pour l'instant, le village continuerait à discuter, chacun convaincu que sa théorie était la bonne, et Miss Marple, assise sereinement près de son feu, les laisserait parler. Ceux qui étaient certains de connaître la vérité étaient souvent les plus enclins à divulguer les détails qui comptaient vraiment. Le lendemain de la révélation du docteur Hayward, le soleil se leva radieux et exceptionnellement chaud. À St. Mary Mead, le rythme habituel du village se poursuivait, mais sous la surface, une vigilance accrue régnait, comme si chacun attendait la prochaine nouvelle d'Ashcombe Grange. Miss Marple, cependant, avait décidé qu'elle ne pouvait plus attendre passivement le dénouement des événements. Certaines pièces du puzzle étaient désormais à sa portée, et elle comptait bien les tester. Son premier arrêt fut la poste, où elle posta 2 lettres et, tout à fait délibérément, s'attarda près du présentoir de cartes postales jusqu'à ce qu'elle entende le bruit des bottes sur le parquet. Comme elle s'y attendait, l'inspecteur Cray est entré, parlant brièvement à M. Copley d'un courrier recommandé. « Bonjour, inspecteur, dit-elle aimablement, comme par hasard. « Miss Marple, répondit-il d'un bref hochement de tête, j'espère que vous êtes au courant, même si je suppose que je n'ai pas besoin de vous le demander. J'entends des choses, de temps en temps, répondit-elle avec un sourire, mais je trouve qu'entendre n'est pas toujours synonyme de comprendre. Dites-moi, avez-vous pu confirmer si cette valise appartenait à M. Channing? » Cray hésita. « Apparemment, oui. Il y a des documents dans lesquels il regarde officiellement. Je les ai envoyés à Londres pour examen. »« Ah, dit Miss Marple, le regard doux mais alerte. « Et Miss Vale sera-t-elle à Londres pour les recevoir? » L'inspecteur lui lança un regard sévère. « Vous semblez en savoir plus que vous ne le laissez paraître, Miss Marple. »« Oh, je ne dirais pas ça. Simplement que les départs en plein milieu d'une enquête sont rarement sans but. » Elle laisse le temps à l'inspecteur de patienter, puis lui souhaita une bonne journée et part, satisfaite que sa remarque ait atteint son but. Sa deuxième visite fut pour Lady Cathcart. Celle-ci était encore plus pâle que lors de la dernière visite de Miss Marple, les mains jointes sur ses genoux. « Ma chère, j'espère que vous ne me prenez pas pour une impatiente,
commença Miss Marple. « Mais je pense que vous devez savoir que la mallette de M. Channing a été retrouvée et qu'elle est désormais en possession de l'inspecteur. » Les yeux de Lady Cathcart vacillèrent brièvement, peut-être de peur ou d'inquiétude, avant de se calmer. « Je vois. Enfin, je suppose que c'est pour le mieux. »« C'est possible, oui, » dit doucement Miss Marple. « Mais j'imagine que cela contenait quelque chose de considérable, quelque chose qui méritait d'être protégé, ou peut-être réduit au silence. » Le léger tremblement qui parcourut les mains de Lady Cathcart ne lui échappa pas. Mais Miss Marple n'insista pas. Elle parla plutôt de Rose, du succès de la récente brocante de l'église, et partit avec l'air de quelqu'un qui venait de faire une simple visite de courtoisie. En début d'après-midi, elle avait son dernier mot. Elle organisa, par l'intermédiaire de Madame Bantry, une petite réception dans son propre jardin, rien de très élaboré, juste du thé et des gâteaux aux graines, sous prétexte poli que la journée était trop belle pour rester à l'intérieur. Elle veilla à ce que la liste des invités comprenne Sir Lionel, M. Goff et Madame Bantry elle-même, connaissant le talent de sa voisine pour engager la conversation dans des eaux troubles. Une fois réunis, Miss Marple parla légèrement de la garden party à la grange, laissant Madame Bantry se remémorer la scène de l'effondrement de M. Channing dans tous ses détails dramatiques. Puis, tandis que la conversation s'estompait, elle sortit un petit cylindre métallique de son sac à tricot et le posa délicatement sur la table. « J'ai trouvé ceci, » dit-elle d'une voix douce, dans le massif de camélias près de la fontaine. « J'imagine qu'il a dû tomber par hasard. Peut-être que quelqu'un le reconnaît. » Le regard de Sir Lionel se posa dessus, et pendant une fraction de seconde, son regard s'aiguisa. Il se redressa rapidement, se renversant dans son fauteuil. « On dirait une pièce d'outil de jardinage, » dit-il d'un ton trop désinvolte. L'expression de M. Goff était plus difficile à déchiffrer, mais sa main se crispa sur la coudoir de son fauteuil. « Je n'en ai jamais utilisé, madame. » Mademoiselle Marple eut un léger sourire. M. Latimer, chez le pharmacien, pensa qu'il s'agissait peut-être d'une petite cartouche de gaz utilisée pour certains appareils à air comprimé, ou peut-être de quelque chose de moins innocent. On m'a dit que ces objets peuvent se décharger très rapidement s'ils sont endommagés. Il y eut un moment de silence. Madame Bantry regarda tour à tour les hommes, les yeux brillants de curiosité. « Eh bien, voilà qui est intéressant. Vous ne pensez pas? »« Oh, je ne pense pas, » dit Miss Marple, toujours souriante. « J'ai juste remarqué. Et j'ai remarqué que M. Channing s'était effondré très soudainement, sans aucun signe de lutte, malgré une légère contusion à la mâchoire. Une telle cartouche, tirée près du visage, pouvait, dans certaines conditions, priver quelqu'un de son souffle de manière très efficace. Ce n'était pas une accusation, simplement une observation, et cela la rendait d'autant plus efficace. Sir Lionel remua sur son siège, le regard fuyant. M. Goff lui jeta un bref coup d'œil avant de s'occuper de sa tasse. Miss Marple laissa passer l'instant sans autre commentaire, se tournant plutôt vers Madame Bantry pour s'enquérir de ses dahlias. Mais elle en avait assez vu les doigts crispés, l'acuité du regard, l'infime hésitation avant de parler. C'étaient les fissures dans le mur du sang-froid, et à travers elles, la vérité finirait par éclater. Tandis que les invités partaient, elle accompagna Sir Lionel jusqu'à la porte. « J'espère vraiment, » dit-elle à voix basse, « que ce qui se trouvait dans cette valise ne vous apportera pas plus d'ennui qu'il n'en vaut la peine. » Il marque une pause, puis la regarde avec une expression mi-respectueuse, résignation. « Vous êtes une femme très perspicace, Miss Marple. J'aurais dû m'en souvenir dès le début. » De retour dans son salon, elle s'autorisa un léger hochement de tête satisfait. Le piège n'avait pas encore explosé, mais l'appât était en place. Il ne lui restait plus qu'à attendre celui qui ne pourrait résister à l'envie de s'y aventurer. Pendant les 2 jours suivants, Miss Marple laissa le village bourdonner de ses spéculations habituelles, tout en gardant ses distances.
Son petit thé au jardin avait atteint son but, il avait déstabilisé Sir Lionel et M. Goff. Elle n'avait pas eu besoin d'aveu. Le moindre tremblement de la main, la respiration accélérée, le regard échangé au mauvais moment lui en avaient dit plus que n'importe quel interrogatoire formel. Mais elle savait aussi que de tels moments devaient être suivis au bon moment. Le lendemain matin, l'inspecteur Cray se présente à son cottage. Il se tenait sur le seuil, chapeau à la main, l'air mi-curieux, mi-exaspéré. « Mademoiselle Marple, commença-t-il, on m'a dit que vous meniez vous-même des recherches au sujet de la cartouche que vous avez trouvée. » Elle le fit entrer sans commentaire et lui servit du thé. « Je ne dirais pas que c'était des recherches, inspecteur, simplement pour satisfaire une petite curiosité. On apprend des choses surprenantes en restant à l'écoute. » Cray se pencha en avant. « La cartouche est intéressante. Les experts médico-légaux de Londres disent que c'est le type de cartouche utilisé dans un appareil compact et portable, peut-être pour pulvériser quelque chose, peut-être pour un outil. Dans ce cas précis, ils pensent qu'elle a probablement servi à libérer un gaz sous pression en une explosion contrôlée. » Mademoiselle Marple hocha la tête et vit le récit du docteur Hayward sur l'insuffisance respiratoire soudaine de M. exactement Channing. Cray fronça les sourcils. « Mais je n'ai rien qui permette de la relier à qui que ce soit en particulier. Sir Lionel admet avoir vu la cartouche après la fête et dit avoir supposé qu'il s'agissait d'un déchet de jardin et l'avoir laissé tranquille. Goff affirme n'en avoir aucune connaissance. Quant à mademoiselle Valwell, elle est à Londres et ne répond pas au message. » Miss Marple but une gorgée de thé. Parfois, inspecteur, il ne faut pas trop insister. L'astuce est de leur faire sentir que le danger est passé afin qu'ils se détendent et parlent plus librement. Cray la regarda longuement, comme s'il se demandait s'il devait prendre ses conseils au sérieux. « Si vous avez des idées, c'est le moment. Je ne peux pas laisser cette affaire ouverte plus longtemps, sans quelque chose de concret. Je pense, dit-elle lentement, que quelque chose de concret est sur le point de se présenter si nous parvenons à organiser la bonne conversation en bonne compagnie. Cet après-midi-là, Miss Marple se rend à Ashcombe Grange sous prétexte de rendre un livre que Sir Lionel lui avait prêté quelques mois plus tôt. Elle le trouva à la bibliothèque, assis à son bureau, la mallette noire fermée à côté de lui. « Je vois que l'inspecteur a pu récupérer ceci, » remarqua-t-elle en hochant la tête. « Oui, » dit Sir Lionel d'un ton neutre. « Elle est cependant bien vide maintenant. Les papiers qu'elle contenait ont été envoyés. Et pourtant, observatoire avec douceur, elle est restée cachée plusieurs jours avant d'être retrouvée. On ne prend généralement pas autant de précautions pour une valise vide. » Sir Lionel serra les lèvres. « Mademoiselle Marple, puis-je être franche ? Je suis sous pression. Cet incident, la mort de M. Channing, pourrait bien être plus qu'une tragédie locale. Il y a des choses que vous ne comprenez peut-être pas. »« J'oserais dire, » acquiesça-elle doucement. « Des questions de diplomatie, peut-être, mais la diplomatie souffre souvent des mêmes problèmes que les affaires villageoises. Trop de gens en savent juste assez pour être dangereux, et trop peu connaissent toute la vérité. » Son regard croisa le sien, perçant un instant, puis il détourna les yeux. « Si vous insinuez que je n'insinue rien, » l'interrompit doucement, « mais j'ai vécu assez longtemps pour savoir que les gens agissent rarement sans raison, même lorsque ces raisons ne sont pas à leur honneur. » Elle le laissa sur cette pensée et retourna au village, où sa prochaine étape fut le sanglier bleu. M. Goff était de nouveau là, dans son coin habituel, ses longs doigts enroulés autour d'un verre à bière. « J'ai cru comprendre, » dit-elle d'un ton léger, « que l'inspecteur a posé d'autres questions sur cette affaire. Vous devez être soulagé qu'elle ait été retrouvée. » Les yeux de Golf se plissèrent. « Soulagé n'est pas le mot juste. Cette affaire ne fera qu'attirer des ennuis à quiconque la côtoie de trop près. »« À moins, » dit Miss Marple, en l'observant attentivement, « qu'elle n'ait déjà attiré des ennuis à quelqu'un qui a tenté de la soustraire à l'inspecteur. » Une légère lueur traversa son expression,
disparut presque avant qu'elle ne puisse s'en apercevoir, mais pas assez vite. Il vida son verre, marmonna quelque chose à propos de l'heure et partit. Ce soir-là, les conversations du village prennent une autre tournure. La rumeur s'était répandue que Miss Vale avait été vue non pas à Londres, finalement, mais dans un petit hôtel de Portsmouth, voyageant sous un autre nom. La source de l'information était dubitatif voyageur de commerce, amateur de belles histoires, suffisait à attiser les rumeurs. Miss Marple y réfléchit attentivement. Si Theresa Vale n'était pas partie pour Londres, son départ précipité avait peut-être un autre but, lié au contenu du dossier avant sa découverte. Elle décida que le moment était venu de réunir les 3 personnalités les plus importantes, Sir Lionel, M. Goff et Miss Vale, au même endroit, sous le même toit. Un tel arrangement ne serait pas simple, mais Miss Marple avait ses méthodes. Un mot à Madame Bantry, une remarque savamment formulée lors du thé du presbytère et une suggestion à l'inspecteur Cray, selon laquelle une telle rencontre pourrait contribuer à dissiper certains malentendus suffirent à mettre les choses en branle. Le lendemain après-midi, le plan était mis en place. La réunion aurait lieu à la grange officiellement pour permettre à l'inspecteur de clarifier quelques détails en suspens avant l'enquête. Miss Marple y assistait en tant que voisine neutre, invitée à la demande de Lady Cathcart pour alléger les formalités. Assise près du feu ce soir-là, tricotant lentement, Miss Marple s'autorisa un léger sourire. Les Fils étaient presque tous rassemblés, et le filet se resserrait. Restait à voir comment chacun réagirait face aux autres, sachant que l'un d'eux avait profité du cadre raffiné d'une garden party pour commettre un acte aussi délibéré que meurtrier. L'après-midi convenu arriva sous un ciel de nuages argentés pâles, dérivant paresseusement devant le soleil, conférant à la journée une atmosphère tamisée, presque pleine d'attente. Ashcombe Grange semblait le sentir, les longues fenêtres ne reflétant qu'une faible lumière, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Miss Marple remonta l'allée de gravier à son rythme habituel, remarquant les rideaux à moitié tirés du petit salon et la faible odeur de cire d'abeille qui persistait avant même qu'elle n'atteigne la porte ouverte. Lady Cathcart la salua d'un air posé mais distrait, la conduisant à la bibliothèque où les autres étaient déjà rassemblés. Sir Lionel se tenait près de l'âtre, les mains jointes dans le dos, dans la posture d'un homme habitué à contrôler les choses. M. Goff occupait une chaise près du mur du fond, ses longues jambes croisées, l'air consciencieusement neutre. L'inspecteur Cray se tenait au centre de la pièce, la mallette noire posée sur la table devant lui. Et près de la fenêtre, légèrement à l'écart, se tenait Theresa Valeur, les yeux baissés, ses mains gantées serrant un mouchoir plié avec une fermeté inutile. « Merci à tous d'avoir accepté de venir », commença Cray d'un ton égal. « Je ne vous retiendrai pas longtemps. Il reste quelques détails obscurs, et j'espère que nous pourrons les éclaircir sans formalité supplémentaire. » Miss Marple prit place près du coin de la table, son sac à tricot sur les genoux. Elle était l'image même de l'observatrice inoffensive, et pourtant son regard allait doucement d'un visage à l'autre, notant chaque fulgurance. L'inspecteur commença par des questions directes sur le déroulement des événements de l'après-midi de la garden party, où chacun se trouvait au moment de l'évanouissement de M. Channing, et dont ils se souviennent immédiatement avant et après. Les réponses de Sir Lionel étaient mesurées, précises, peut-être trop précises, pensa Miss Marple, comme si elles avaient été répétées. La voix de Theresa Vale tremblait légèrement, mais son récit concordait avec ce qu'elle avait dit auparavant, malgré de légères omissions que Mlle Marple soupçonnait d'être délibérées. Puis Cray reporta son attention sur la valise posée sur la table. « Nous savons maintenant qu'elle appartenait à M. Channing. Elle a été retrouvée près du mur sud du jardin des diplomates plusieurs jours après l'incident. J'ai besoin de savoir si quelqu'un ici l'a vue avant ce jour-là, ou l'a manipulée à un moment donné. » Il y eut un silence.
Sœur Lionel secoua lentement la tête. Teresa lui jeta un coup d'œil, puis murmura « Non, inspecteur ». La réponse de M. Goff fut plus ferme. « Je l'ai vu quand il est entré dans le jardin. Il l'a posée en parlant à sœur Lionel. Quand le tumulte a éclaté, elle avait disparu. » Le regard de Cray s'aiguisa. « Et vous n'avez pas pensé à le mentionner plus tôt ?» Goff serra les dents. « Je ne pensais pas que ce soit mon rôle. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole, à moins qu'on me le demande directement. » Miss Marple observa l'échange, puis, d'une voix assez douce pour passer pour une curiosité futile, dit « C'est intéressant, n'est-ce pas, que la valise disparaisse au moment même où l'attention était ailleurs pour réapparaître des jours plus tard. Ce genre de chose est rarement accidentel. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle sourit faiblement, comme gênée d'avoir parlé, mais elle sentit le malaise se propager dans le groupe. Cray hocha la tête. Tout à fait. Et elle n'était pas vide lorsqu'on la trouva, même si je ne suis pas encore autorisé à discuter du contenu en détail. Le silence qui suivit fut révélateur. Teresa Vale remua sur son siège. Sœur Lionel resta immobile, mais son regard fixé sur la valise noire avec une tension qui trahissait son sang-froid. Miss Marple laissa le silence s'étirer, puis fouilla dans son sac à tricot et en sortit le petit cylindre métallique qu'elle déposa délicatement sur la table à côté de la valise. « Je me demande vraiment, dit-elle doucement, si cela ne faisait pas partie de quelque chose lié au contenu. » Il se trouvait dans le massif de Camélias, tout près de la fontaine. M. Latimer, chez le pharmacien, pensa qu'il pouvait s'agir d'une petite cartouche de gaz capable de libérer son contenu très rapidement si elle était endommagée ou percée. L'espace d'un instant, Teresa Vale eut un souffle audible. Le regard de Sir Lionel se porta sur elle, puis sur M. Goff, avant de revenir à Miss Marple. « Insinuez-vous, dit-il d'un ton neutre, que cet objet est un lien avec la mort de Channing? »« Oh, je n'insinue rien, » répondit Miss Marple, d'un ton aussi doux que toujours. Seule cette soudaine insuffisance respiratoire, sans signe de maladie, suscite des interrogations, et lorsque de tels objets sont découverts près des lieux du crime, on se demande naturellement s'ils pourraient être liés. L'inspecteur les examina tous les trois, tour à tour. Si quelqu'un ici sait comment cette cartouche s'est retrouvée dans le jardin, ce serait le moment idéal pour s'exprimer. Personne ne le savait, mais la tension dans la salle s'était intensifiée. Le regard de M. Goff baissa vers le sol. Les jointures de Teresa Vale blanchissent autour de son mouchoir. Sœur Lionel maintint sa position, mais son immobilité semblait forcée, comme si cela lui coûtait un effort. Miss Marple, satisfaite que la graine ait été plantée, se renversa légèrement en arrière sur sa chaise. La vérité, elle le savait, était comme une écharde une fois incrustée sous la peau, elle ne se reposerait pas tant qu'elle n'en ressortirait pas. À la fin de la réunion, l'atmosphère était lourde de non-dits. Dehors, sur l'allée de gravier, Miss Marple marque une pause, laissant les autres partir devant elle. Teresa Vale partit rapidement, sans croiser le regard de personne. M. Goff s'éloigna dans la direction opposée, les épaules tendues. Sœur Lionel s'attarda un instant pour parler doucement à Lady Cathcart avant de se retirer dans la maison. L'inspecteur Cray rejoint Miss Marple au portail. « Alors, avons-nous obtenu ce que vous vouliez ?» Elle sourit faiblement. « Nous avons eu des réactions, inspecteur, et les réactions, si on les observe attentivement, peuvent en dire bien plus que des réponses directes. Laissez-les mijoter un jour ou deux, et l'une d'elles agira peut-être pour se protéger, peut-être pour protéger quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, nous le saurons bien assez tôt. » En revenant vers le village, la lumière de fin d'après-midi baignant les haies, Miss Marple songea que les pièces du puzzle étaient presque en place. Il suffirait d'un peu plus de pression, et la vérité éclaterait d'elle-même. Elle serait prête à ce moment-là. Le lendemain du rassemblement à Ashcombe Grange, signed.
Mary Mead semblait inhabituellement calme, comme si tout le village retenait son souffle. Les événements de la bibliothèque n'étaient pas de notoriété publique, mais la nouvelle qu'un événement important s'était répandu malgré tout. Miss Marple, quant à elle, passa la matinée à ses tâches habituelles, arroser les géraniums, raccommoder un ourlet, mais son esprit était loin des affaires domestiques. Elle savait que lorsqu'un groupe quittait une réunion tendue avec des accusations non formulées en suspens, il y avait toujours une secousse. Quelqu'un cherchait à être rassuré, quelqu'un d'autre tentait de détourner les soupçons, et parfois, quelqu'un prenait une mesure dangereuse pour écarter ce qu'il considérait comme une menace. Cela arriva plus tôt qu'elle ne l'avait prévu. Peu après 11 heures, Madame Boundary apparut au portail de son jardin, les joues rouges par l'urgence de sa course. « Ma chère Jane, vous ne devinerez jamais que Theresa Vale est rentrée à la grange tôt ce matin. Lady Cathcart m'a dit qu'elle avait exigé de parler immédiatement à Sir Lionel, et ils sont restés dans son bureau pendant près d'une demi-heure. Puis elle est partie, l'air en forme, comme quelqu'un qui a pris une décision désagréable mais nécessaire. Miss Marple la remercia pour la nouvelle, et lorsque Madame Bantry fut partie, elle prit sa décision. Une promenade tranquille devant la grange pourrait apporter plus d'éclaircissement. Le chemin latéral était ombragé et calme, le seul bruit étant le bruissement des feuilles. En approchant du mur sud du jardin des diplomates, elle aperçut du mouvement à travers la haie. C'était M. Goff penché sur le massif où poussait le camélia. Il semblait chercher quelque chose, ses mains remuant la terre par petits mouvements précis. Les pas de Miss Marple sur le gravier le firent lever brusquement les yeux. « Bonjour, madame », dit-il en se redressant vivement. « Bonjour, monsieur Goff. Quelle belle journée pour jardiner. Je fais juste un peu de ménage, » répondit-il. Son ton était poli, mais il y avait une certaine tension, comme s'il avait hâte qu'elle passe à autre chose. Mademoiselle Marple hocha la tête et continua sa promenade, mais son esprit repensa déjà à la scène. S'il cherchait quelque chose, c'était uniquement parce qu'il savait ou craignait qu'il reste d'autres preuves à cet endroit. Et s'il craignait cela, cela signifiait que la cartouche qu'elle avait trouvée était loin d'être insignifiante. Cet après-midi-là, elle rend visite à l'inspecteur Cray au commissariat. L'inspecteur était penché sur un rapport, mais il le mit de côté lorsqu'elle entra. « Vous avez ce regard, dit-il, celui qui signifie que vous avez vu quelque chose que je devrais savoir. » Elle lui raconta le comportement de Golf dans le jardin. Cray fronça les sourcils. « Je vais lui parler. Mais s'il est impliqué, il a fait attention, pas d'empreinte sur la cartouche, pas de témoin qui lui ait rien mis entre les mains. Les gens prudents, dit doucement Miss Marple, commettent souvent une erreur. L'astuce est de la voir et d'agir avant qu'il n'ait le temps de la dissimuler. » Cray se renversa dans son fauteuil. Et quelle erreur Goff a-t-il commise? Peut-être aucune pour l'instant, mais il est mal à l'aise, et les gens mal à l'aise parlent parfois trop à la mauvaise personne. Je me demande, par exemple, s'il a parlé en privé à Miss Vale depuis la réunion de l'inspecteur. C'était une idée qui valait la peine d'être testée, et Miss Marple connaissait la personne idéale, Madame Price Ridley, dont le goût pour les rencontres fortuites n'avait d'égal que sa mémoire des paroles des autres. Ce soir-là, elle suggéra à Madame Price Ridley, en toute innocence, que Mademoiselle Vale se sentait peut-être plutôt seule après les récents événements. Madame Price Ridley n'eut pas besoin d'encouragement supplémentaire. Le lendemain matin, elle s'était mise sur le chemin de la jeune femme devant la boutique de la couturière. Lorsque Madame Price Ridley revint faire son rapport, elle était presque essoufflée de satisfaction. Elle était troublée, Jane, très troublée. Je lui dis que j'espérais qu'elle dormait mieux et elle murmura quelque chose comme quoi on aimerait que les gens cessent de me fouiner. Et puis, et c'est le meilleur moment, dit-elle, si Lionel n'avait pas insisté pour cette réunion, rien de tout cela ne serait arrivé. Cette remarque, se dit plus tard Mademoiselle Marple, était un cadeau.
Elle lui indiquait que sir Lionel avait insisté pour que l'inspecteur se réunisse, pensant probablement que cela clarifiera les choses, mais que pour mademoiselle Vale, cela n'avait fait qu'accroître le danger. À présent, mademoiselle Marple comprend clairement le schéma. Monsieur Channing est arrivé avec une mallette contenant des documents que sir Lionel ne voulait pas rendre publics. Au cours de leur conversation près de la fontaine, un dispositif utilisant la petite cartouche de gaz avait été déployé, causant la mort subite de Channing. Dans la confusion, la douille avait été retirée des lieux et dissimulée. La cartouche avait été laissée tomber ou oubliée dans la précipitation. La question restante était la plus importante. On était qui avait utilisé l'appareil. Sir Lionel avait certainement un mobile, mais il en était de même pour quelqu'un qui agissait pour le protéger ou pour se protéger du contenu de cette mallette. Tard dans l'après-midi, mademoiselle Marple demande à l'inspecteur Cray de la retrouver à son cottage. À son arrivée, elle l'attendait avec du thé et une seule suggestion. « Invitez-les tous à la grange demain, dit-elle. Dites-leur que vous avez des nouvelles de Londres concernant les documents trouvés dans la mallette. Ne dites pas si les nouvelles sont bonnes ou mauvaises, laissez-les s'interroger. » Cray haussa un sourcil. « Et pendant qu'ils s'interrogent, répondit-elle, nous observerons qui tente de quitter la pièce en premier, qui parle trop vite et qui reste complètement immobile. Quand les gens croient que la vérité est sur le point d'être révélée, ils la révèlent parfois eux-mêmes. » L'inspecteur réfléchit un long moment, puis hocha brièvement la tête. « Très bien, mademoiselle Marple. Voyons qui sursaute au lever du rideau. » Ce soir-là, alors qu'elle posait son tricot et se préparait à aller se coucher, Miss Marple ressentit la satisfaction tranquille qui accompagnait l'approche de la fin. Elle ne doutait pas que la réunion du lendemain lèverait le voile sur le scandale du jardin des diplomates, et, ce faisant, elle serait prête à désigner la main qui, parmi eux, avait semé la mort à l'ombre des camélias. L'après-midi suivant était clair et lumineux, le genre de journée qui semblait presque en contradiction avec le poids de ce qui allait arriver. Miss Marple arriva à Ashcombe Grange quelques minutes en avance, préférant observer les autres arriver plutôt que d'entrer en leur compagnie. Lady Cathcart la salua poliment, bien que ses yeux aient conservé la tension de journée passée à l'observer discrètement. La bibliothèque avait été disposée à peu près comme lors de la réunion précédente. La mallette noire était posée sur la table, sa surface en cuir poli, mais légèrement éraflée. La petite cartouche métallique avait disparu. L'inspecteur Cray l'avait emportée à Londres pour des tests plus approfondis, mais Miss Marple doutait que les résultats techniques leur en apprennent davantage qu'elle ne le savait déjà. Sir Lionel entra le premier, droit et formel, l'air d'une indifférence étudiée. M. Goff le suit peu après, les épaules légèrement voûtées, l'air vigilant. Theresa Vale arriva la dernière, avançant avec une hésitation qu'elle ne parvint pas à dissimuler. Cray se tenait près de la table, les mains jointes dans le dos. « Merci d'être venu. Je viens d'avoir des nouvelles de Londres concernant le contenu de la valise de M. Channing. » Il marque une pause, laissant le silence s'éterniser. Mademoiselle Marple remarqua les subtils changements dans la pièce, les mains de sir Lionel se serraient plus fort dans son dos, le regard de M. Goff se tourna vers la fenêtre, la tête de Theresa s'inclina comme si elle se préparait à un coup. Les documents, poursuivit Cray, étaient de nature diplomatique, sensibles bien que non classifiés au plus haut niveau. Ils concernaient des détails de négociations commerciales qui auraient pu être embarrassants s'ils avaient été rendus publics. Le soulagement fut la première réaction, faible mais visible. Les épaules de sir Lionel se détendirent, Theresa laissa échapper un soupir silencieux, et même la posture de Goff changea. C'était exactement ce que Miss Marple avait anticipé. Cela dit, poursuivit Cray, Londres s'intéresse particulièrement à la façon dont l'affaire a quitté la possession de M. Channing et est restée cachée pendant plusieurs jours. Le soulagement s'évapora.
Miss Marple choisit ce moment pour parler, d'une voix douce, presque désolée. Voyez-vous, ce n'était pas seulement l'affaire qui était intéressante. Il y avait aussi la façon dont M. Channing était décédé. Une insuffisance respiratoire soudaine, aucun signe de maladie tout à fait cohérent, me dit le médecin, avec les effets de certains gaz inhalés à proximité. Son regard se porta sur Sir Lionel, puis sur Goff, et enfin sur Theresa Vail. La cartouche que j'avais trouvée dans le lit de camélias petite, métallique, cabossée, faisait probablement partie d'un tel dispositif. L'ecchymose sur la mâchoire de M. Channing, peut-être dû au fait que l'appareil avait été pressé contre son visage juste un instant, suffisamment pour agir sans que les personnes plus éloignées ne le voient. Theresa remua, mal à l'aise. On ne peut pas en être certain. Le sourire de Miss Marple était vague. « Oh, ma chère, on est rarement certain avant que le responsable ne nous le dise, soit par ses paroles, soit par ses actes. Mais je sais que la mallette a disparu quelques secondes après son effondrement et que quelqu'un ici a été assez rapide et calme pour la retirer sans attirer l'attention. » Elle tourna son regard vers Goff. « Vous, monsieur Goff, avez vu la mallette par terre, vous l'avez admis. Pourtant, vous n'en avez parlé à personne jusqu'à présent. Pourquoi ?» Sa bouche se serra. Je ne pensais pas que cela avait d'importance. Ou, dit doucement Miss Marple, vous pensiez que cela avait bien trop d'importance. Assez pour la cacher, jusqu'à ce que vous décidiez de la remettre ou de détruire ce qu'elle contenait. Mais vous ne l'avez pas détruite, n'est-ce pas? Vous l'avez cachée dans le jardin, sachant que l'inspecteur n'aurait peut-être jamais l'idée d'y fouiller. Goff serra les mâchoires, mais il ne dit rien. Miss Marple se tourna vers Sir Lionel. « Et vous, Sir Lionel, aviez les meilleures raisons de vouloir que ces papiers soient tenus à l'écart du public. Vous connaissiez leur contenu et saviez que Channing pourrait les utiliser, que ce soit pour faire pression ou simplement pour nuire. Mais je ne crois pas que ce soit vous qui agissiez dans le jardin. Cela aurait été un risque trop grand pour un homme dans votre position. » Son regard se reporta sur Theresa. « Ce qui vous laisse, mademoiselle Vail, vous étiez venue à la grange 2 jours avant la fête, sous prétexte de remettre des documents. Vous saviez que Channing serait là, bien que Sir Lionel affirme ne pas l'attendre, et on vous a vu lui parler en privé avant l'effondrement. » Le visage de Theresa pâlit. « Je ne l'ai pas tué. »« Non, dit mademoiselle Marple, je crois que vous n'en aviez pas l'intention. Mais vous avez bien reçu l'appareil, je crois, de quelqu'un qui vous a assuré qu'il ne ferait que l'effrayer sans lui faire de mal. Peut-être, vous dit-on, dit qu'il le ferait trébucher ou s'évanouir, donnant ainsi à quelqu'un l'occasion de prendre la mallette. » Le regard de Theresa se tourne vers Sir Lionel avant qu'elle ne puisse s'en empêcher. La voix de mademoiselle Marple reste calme, mais ce genre d'appareil n'est pas un jouet. Utilisés de trop près ou trop longtemps, ils peuvent tuer. Et lorsque M. Channing tomba, le plan changea. M. Goff prit l'affaire et la cacha, croyant protéger Sir Lionel. Sir Lionel, de son côté, garda son silence, sachant que toute révélation ferait scandale même en l'absence d'accusation. Il y eut un long silence. Enfin, Theresa prit la parole, la voix tremblante. Il dit que ce serait inoffensif, juste assez pour que Channing abandonne l'affaire. Je ne savais pas que Sir Lionel ferma les yeux brièvement. « Vous auriez dû me laisser faire. » L'inspecteur Gray s'avança. « Ça suffit. Mademoiselle Vail, il faut que vous veniez avec moi. Et vous aussi, Goff, vous avez des explications à fournir concernant la dissimulation de preuves. » Tandis qu'on les emmenait hors de la pièce, Sir Lionel resta près de l'âtre, l'expression indéchiffrable. « Vous avez causé beaucoup d'ennuis, mademoiselle Marple. » Elle se leva, toujours aussi douce. « J'imagine que la vérité le fait souvent, Sir Lionel, mais elle a le mérite de remettre les choses au clair. » Plus tard, alors qu'elle retournait au village, le soleil de fin d'après-midi projetant de longues ombres sur la route, Miss Marple repensa à cette liaison. Ce n'était qu'un enchevêtrement de loyauté et de tromperie, d'intentions qui avaient dépassé les prévisions. Et,
avec la discrétion qui caractérise ce genre de choses, sain. Mary Mead absorberait le choc, en parlerait pendant quelques semaines, puis le rangerait parmi d'autres scandales autrefois inoubliables. Mais elle se souviendrait du parfum des camélias, de l'éclat du métal dans la terre, et des visages de ceux qui pensaient pouvoir garder leur secret sous le vernis poli d'une garden party estivale.